Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 295 du podcast Tu peux pas gérer business. Et aujourd'hui, on va parler administratif, on va parler TVA. Et avant que vous cliquiez sur « Non, épisode suivant, je ne veux pas entendre parler de ça maintenant », attendez parce que je vous ai dégoté un invité qui arrive à rendre ça non seulement simple et accessible, mais aussi fun. Et oui, c'est tout à fait possible puisqu'aujourd'hui, je vais échanger avec Florian, qui est très connu sur Instagram, très suivi pour son compte La Micro by Flo. Florian est spécialiste de l'administratif pour les micro-entreprises. Et si aujourd'hui, le sujet de la TVA vous fait peur, parce que vous dites un jour, je vais m'approcher des seuils, ou alors vous vous dites, je vais m'approcher des seuils là très rapidement, ça me fait peur, je ne sais pas comment passer à la TVA, est-ce qu'il faut que je prenne un comptable, ou est-ce qu'il faut que j'aille faire ma déclaration, comment ça fonctionne, est-ce que c'est compliqué? Rassurez-vous, rien de compliqué, tout est extrêmement simple. On va tout vous expliquer dans cet épisode, ça va être très pratico-pratique. On va vous dire quels sont les sites, les personnes à contacter. Spoiler alert, c'est un site et 3 lignes à remplir, donc ça va extrêmement vite. Et surtout, on va dédramatiser ça pour que vous puissiez vous sentir totalement OK à l'idée de passer à la TVA et que vous ne fassiez pas partie de cette team qui se restreint et qui presque chaque année s'empêche de dépasser les seuils de la TVA parce que elle a peur de ce qui peut se passer après ça. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui le font et non seulement je ne cautionne pas ça, mais en plus c'est risqué pour votre retraite, pour la suite de votre aventure. Donc vive la TVA et surtout vive la TVA simplifiée. Je vous laisse découvrir mon échange avec Florian et je vous retrouve très vite pour la conclusion. Bonne écoute. Hello Flo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast. Comment est-ce qu'on t'accueille aujourd'hui? C'est quoi le mood? Oh, serein, tranquillou bilou, j'ai envie de te dire. En plus, c'est la TVA, c'est pas génial. Non, mais je pense que s'il y a une personne qui peut nous faire rigoler en parlant de TVA, c'est toi. Je suis trop contente de partager cet épisode et de t'accueillir parce qu'en fait, les auditeurs ne le savent pas. Ils vont peut-être pas le deviner, mais en fait, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se parle de notre vie de manière synchrone, en tout cas. C'est vrai, effectivement, parce que je pense que les messages ils datent de très longtemps. 2020, le premier message, donc 4 ans plus tard, voilà. Mais du coup, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je suis vraiment trop excitée de cet épisode. C'est rare de dire je suis excitée de parler de TVA, mais pourtant c'est le cas. Avant de commencer, j'aimerais qu'on te présente un petit peu et t'introduire en tant qu'invité. Si tu devais te présenter en 3 bullet points à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, à savoir nos auditeurs, comment est-ce que tu le ferais? 3 bullet points. Le premier, je suis créateur de contenu sur la micro-entreprise. Deuxième, je vulgarise tous les sujets en lien à la micro, assurance, compte bancaire, fiscalité, TVA, etc. Troisième, je fais rire les gens et je simplifie tout ça. Je rends accessible l'entrepreneuriat. Tu fais rire les gens autour de l'administratif de la micro-entreprise. Si un jour on m'avait dit ça, j'aurais trouvé ça trop cool. Merci d'exister sur cette terre. Avec grand plaisir. Moi, tant que les gens me disent c'est bon, Florent, j'ai compris, en plus m'a décroché un sourire, je me dis j'ai tout gagné. Voilà. Attends, parce que là, t'es en train de spoiler mon portrait chinois. C'est une petite routine que j'ai mis en place récemment sur le podcast. J'ai 5 questions type portrait chinois. Tu réponds du tac au tac. Pas de questions pièges, c'est juste pour qu'on te découvre sous un autre angle. Du coup, Florian, ce serait quoi un livre que tu as adoré récemment? Le Petit Prince. Que tu as lu il y a 15 ans, c'est ça? Non, je l'ai réécouté. Alors, c'est un livre audio, ça marche aussi. Je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps et j'ai adoré. Voilà. Mais comment tu veux dire qu'on peut être entrepreneur et ne pas lire un livre de développement personnel par jour? Waouh! Ouais, non mais c'est ça. J'ai acheté tous les livres des entrepreneurs, etc. Mais je les ai pas lus. C'est pas bien. C'est pour mon équipe. Mais ouais, c'est vrai que je m'auto-forme moi-même avec les expériences, mais je me forme pas avec les gens, quoi. Ouais. C'est bien de le dire, ça déculpabilise les gens qui sont moins lecture et qui sont peut-être plus YouTube, plus podcast, plus même pas rien du tout, et c'est aussi ok, quoi. Tout à fait. Deuxième question pour toi, quelle serait une citation qui t'accompagne au quotidien? Oh là là. Ah ouais. En fait, pour Florian, les questions les plus dures de l'épisode, c'est celle-ci, quoi. Non, mais le pire, c'est que moi, chaque fois, j'ai des questions pour les autres et je les bloque. Mais là, quand ça revient sur moi, une citation qui revient, enfin, une citation, alors le truc, je vais pas dire non, c'est pas quand on veut, on peut. J'essaie de trouver une citation assez connue, mais attends, je peux taper citation connue. Citation. Il est vraiment en train de le faire. Alors vous n'avez pas la vidéo, moi je l'ai. Il est en train de taper. Mais ouais, mais qu'est-ce que le nez collé à son écran. Mais non, mais à un moment, j'avais fait les gens vont dire, j'avais fait une note Notion avec toutes ces questions-là qu'on pourrait me poser parce que chaque fois, je sais pas répondre. Mais ah non, j'en ai pas. Ah si, c'est bon.
savoir, c'est le pouvoir. Je ne sais pas si c'est une vraie connue ou pas, c'est celle que je dis moi. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ça rythme un peu ma vie dans le sens où aujourd'hui, quand tu connais les textes de loi, il y a des choses que tu peux obtenir des aides, tu peux obtenir des exonérations. Donc le savoir, c'est le pouvoir, j'ai envie de dire. J'allais dire justement, dans ta thématique, ça prend une toute autre ampleur et on a une toute autre vision effectivement de cette citation / mantra, je sais pas qu'on dit. Ok, troisième question. Le dernier achat pro ou perso dont tu es le plus heureux? MacBook Air, le dernier que j'ai acheté, pro. Et après, en perso, j'ai acheté un handpan. Les gens vont me découvrir. Handpan, c'est une genre de grosse écaille de tortue, j'ai envie de dire, carapace de tortue, où tu peux faire du tam-tam dessus. C'est énorme et ça fait des bruits un peu c'est le apaisants. truc avec les petits creux qui fait un son très mélodieux. Oh, j'adore les gens qui jouent de ça sur TikTok, mais vous avez tellement tout mon respect, c'est magnifique. J'en joue pas comme ils font encore pour le moment. Ça commence à venir, j'en fais 2-3. Mais ça commence à venir. Donc, musicien en herbe en plus de tout ça. J'essaye, voilà. Quelle serait une application dont tu ne pourrais pas te passer? Alors, je vais pas dire Notion parce que tout le monde sort Notion tout le temps. Là, aujourd'hui, que je pourrais pas me passer, j'ai envie de dire, là, l'application, le truc qui vient le plus souvent, c'est Gmail. C'est un truc tout bête. Gmail, tu as tous tes mails, tu as tous les trucs des partenariats, etc. Notion, j'utilise pas mal. C'est pas l'application de l'URSSAF? Ah non, ils en ont pas. Ah C'était un piège. En plus, si. Alors oui, la partie micro-entreprise, ils en ont, mais c'est vrai que l'URSSAF classique, ils en ont pas tellement. Après, j'ai envie de dire Revolut, mais... après, oui, c'est ça, mais après... Il n'y a pas de placement de produit ici. Non, même pas, c'est ça le pire. Mais non, après, application ordinateur, oui, il y a Agora Pulse, mais pour gérer les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, qui est assez important aujourd'hui maintenant quand tu commences à gérer plein de réseaux. Voilà. Non, mais c'est très bien. Je note. Dernière question, mais que tu as un peu spoilé du coup tout à l'heure, c'est quel serait le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Qu'on pourrait me dire, Florian, j'ai enfin compris grâce à toi. Ça, c'est le truc que moi, j'aimerais bien entendre, mais les choses qui m'ont le plus touché, c'est les gens qui m'ont dit pendant le Covid, etc. Florian, grâce à toi, je fais vivre ma famille, je vis moi-même mon activité et je suis un peu plus libéré un peu de tout ça et ça me fait trop plaisir quand j'entends ça parce que souvent, les gens, ils pensent que l'administratif, c'est lourd, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont peinés par rapport à ça et que c'est une phobie. Et quand ils me disent, putain, grâce à toi, j'ai pu lancer mon entreprise et ça, waouh, ça me fait plaisir. Ah, c'est beau. Voilà. On sent que ça te touche. Oui, ça me fait plaisir. Je suis content. Ok, let's go. Du coup, pour notre épisode, on va parler de TVA. On a plein de questions, surtout que là, on enregistre, on est actuellement mi-octobre 2024. Il y a plein de choses qui sont en train de changer. Il y a des décrets qui sont passés, la loi finance 2023 qui a été appliquée par le décret. Tu vas tout nous expliquer. Il y a des choses qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais des choses qui changent aussi. Donc, première question pour commencer, je vais essayer d'y aller par ordre chronologique en termes d'intensité et aussi de déroulé. Déjà, qui est assujetti à la TVA? Est-ce que tous les entrepreneurs le sont? Est-ce que les micro/auto-entrepreneurs le sont aussi ou ne le sont pas? Bref, comment savoir si je suis assujetti à la TVA quand je suis entrepreneur? Alors, la réponse est simple, et là, ça va casser un peu à tout le monde. Tout le monde, toutes les entreprises, dont les micro-entreprises et dont les auto-entreprises, il faut quand même préciser, parce que micro-entreprise, auto-entreprise, c'est la même chose. Aujourd'hui, on utilise le mot micro-entreprise, mais c'est la même chose, et aujourd'hui, moi, je vais utiliser que le mot micro-entreprise. Toutes les micro-entreprises et les entreprises sont assujetties à la TVA. Ils sont tous. Par contre, il y a certains qui sont assujettis redevables, c'est-à-dire qu'ils doivent la facturer, la collecter pour l'État et la donner à l'État, et d'autres qui ont une exonération, ce qu'on appelle la franchise de TVA, et qui permet de ne pas la facturer jusqu'à un certain seuil. Donc, quand je démarre en micro-entreprise, je suis assujetti non redevable jusqu'à un certain seuil, et quand j'ai passé les seuils ou quand je l'ai demandé, je deviens assujetti redevable. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils font leur demande aux impôts, ils disent « Bonjour, je voudrais être assujetti à la TVA ». Ben non, tu l'es de base. C'est toutes les entreprises, ils sont assujettis. Je n'ai pas notre verbe, notre mot synonyme, mais ils sont concernés par la TVA, on va dire ça comme ça. Mais par contre, certains sont exonérés par leur activité ou par leur statut, quoi. Mais par contre, on est d'accord pour ne pas commencer à créer des sueurs froides dans l'audience. On n'a rien à faire quand on est auto-entrepreneur / micro-entrepreneur. C'est la même chose. Quand on démarre une activité, du coup, on ne collecte pas la TVA, on n'en est pas redevable. Tu viens de nous dire qu'on est assujetti non redevable, mais on n'était pas censé faire quelque chose. Non, on ne fait rien du tout. C'est juste, je replace les termes, parce qu'il y a des gens qui disent, aujourd'hui, je vais passer les seuils, je vais devenir assujetti. Non, je vais passer les seuils, donc je vais devenir redevable à TVA. Mais du coup, on n'a rien à faire. On a à faire uniquement si on dépasse les seuils ou si on souhaite demain facturer la TVA, il faut faire des démarches. Ok.
Ça, c'est interdit, quelque chose d'intéressant. On va parler des seuils juste après. Mais on peut aussi, et dans quelques rares cas, ça peut être intéressant, demander un passage en termes de redevabilité de TVA avant même d'avoir atteint les seuils. Tout à fait. Et Il y même, a certains rares cas dans lesquels ça peut être intéressant. eh bien, j'ai envie de te dire, dès lors vous facturez à des entreprises, et peut-être pas des micro-entreprises, mais si tous vos clients, ce sont des entreprises qui peuvent récupérer la TVA, moi, je recommande dès le début même de passer à la TVA. C'est une démarche supplémentaire, mais derrière, ça peut récupérer la TVA sur les dépenses professionnelles, les déplacements, etc. et tout. On ne se rend pas compte, des fois, les gens ils disent, je n'ai pas de dépenses. On a toujours des dépenses. Il y a toujours des quelques euros qu'on peut gratter. Les transports, les repas. C'est ça, exactement. Donc, moi, je recommande à quelqu'un qui a que des entreprises qui peuvent récupérer la TVA, des fois, pas se prendre la tête et de passer à la TVA, sachant que la déclaration de TVA, elle n'est pas si compliquée à faire. Petit mot pour les phobiques administratives. C'est ça. Tu es en train de me dire que si je suis prestataire de service, mettons freelance pour un gros groupe, même si je ne suis pas encore au seuil de la TVA, donc de base, je ne la facture pas et je ne la récupère pas, je peux anticiper et demander déjà d'être redevable de la TVA pour que même si je dis n'importe quoi, 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, je peux quand même récupérer la TVA sur mes dépenses. Tout à même fait. si je ne récupère pas les frais, mais je récupère la TVA. Exactement. Et je récupère la TVA sur les frais, mais oui, je ne peux pas déduire les frais en soi. Mais par contre, ça permet aussi alors il faut le dire, quand tu vas facturer, les gens ne vont pas pouvoir voir que tu es en micro-entreprise parce que si de base tu factures la TVA, les gens n'ont aucun moyen. Ils pourront voir que tu es en entreprise individuelle, mais pas forcément en micro-entreprise. Donc déjà, je sais que certaines entreprises ne veulent pas bosser avec des petits, entre guillemets, je mets guillemets, micro-entrepreneurs. Ça te permet de pas d'avoir peur sur les seuils, parce qu'il y a certains qui disent « Oh, j'ose pas passer les seuils et tout Ouais. Mais si tu le fais dès le début, en fait, après, tu te dis « Yallah, je peux aller jusqu'à les 77 000, etc. » Donc, ouais, si tu peux le faire, franchement, passe à la TVA. Donc, avis à tous ceux d'entre vous parmi les auditeurs qui facturaient déjà à des professionnels, donc en B2B. Ok, depuis tout à l'heure, on parle de seuil. Donc, en dehors des cas qui vont vouloir anticiper leur redevabilité à la TVA, quels sont les seuils standards? À partir de quand est-ce que je dois facturer une TVA à un client, quel qu'il soit, en discussion possible? Alors, il y a déjà 3 types de limites qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui font les distinctions. Aujourd'hui, on peut passer à la TVA et rester en micro-entreprise. On a la limite des 77 700 pour la prestation de service et 188 700 pour tout ce qui est vente de marchandises. Donc c'est la limite de chiffre d'affaires, ça. C'est ça, de chiffre d'affaires, et c'est exprimé hors taxe. Ça, c'est la limite pour rester en micro-entreprise. On peut dépasser ces limites une année sur 2, voire même 2 années, et rester en micro-entreprise. Et après, il y a 2 autres petites limites. Il y a ce qu'on appelle les limites de la franchise de TVA. Donc, c'est les limites qui permettent de facturer ou non la TVA. Et c'est là que c'est tout important. Il y a ce qu'on appelle le seuil de franchise de base, c'est-à-dire le seuil le plus bas. Et après, il y a un seuil, on va dire, de tolérance, ce qu'on peut appeler un seuil majoré. Donc, les 77 000, vous les oubliez. Nous, on va parler que la partie pour facturer ou non la TVA. Donc, le petit seuil aujourd'hui en 2024, pour la prestation de service, c'est 36 800. Et le seuil de tolérance, juste un peu au-dessus, c'est 39 100. Il y a 3 000, à peu près un peu moins de 3 000 euros d'écart entre les deux. Et pour la vente de marchandises, c'est 91 900. Et le seuil majoré, 101 000. Donc, on a un seuil de base et un seuil de tolérance. Et entre les deux, c'est ça qui va être très, très, très important à comprendre, il y a ce qu'on appelle la période de tolérance. Si on est entre le seuil bas et le seuil haut de la franchise, on est dans une période de tolérance. Et c'est là qu'il va y avoir des changements pour l'année 2025. Ok. Donc, pour bien faire la distinction, je suis micro-entrepreneur aujourd'hui. Je fais de la prestation de service. Mettons que je suis, par exemple, community manager. Donc, je fais les réseaux sociaux de mes clients professionnels, etc. Je ne suis pas à la TVA parce que je n'ai pas fait les démarches, je n'ai pas souhaité le faire. Donc, toujours en micro-entreprise. Je peux facturer en termes de chiffre d'affaires jusqu'à 77 000 euros hors taxe. Par contre, dès que je dépasse les 39 000 euros de chiffre d'affaires facturé, il faut que je passe à la TVA en fait. Je ne peux pas monter jusqu'au seuil de mon chiffre d'affaires maximal de micro-entreprise. La TVA, elle, c'est 39 000 max et le seuil bas est de 36 000. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'ils ont mis un seuil bas et un seuil haut, c'est-à-dire qu'on va prendre que la prestation de service. Entre le 36 800 et 39 100, ils se disent « Ok, vous avez un peu dépassé, ça va, on tolère un petit peu que vous dépassez, mais faut ça arrive et tout. Ça arrive, vous pouvez rester, on peut faire une année sur 2, comme ça, dans cette période de tolérance. C'est-à-dire que si je finis l'année à 38 000 euros, je suis entre les 36 800 et 39 100, ils disent ok, je peux faire une deuxième année dans cette période de tolérance. Ils disent ok, bon, ça va, la deuxième année, il n'y a pas de problème. Par contre, ça fait 2 années que je suis dans cette période de tolérance entre les deux seuils. Et bien, la troisième année, dès le premier euro, je dois facturer la TVA.
Hmm. Ok. Et il y a le seuil haut que tu as donné, 39 100. Si je le dépasse, lui, par contre, en cours d'année, eh ben, je dois facturer la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Donc là, par exemple, on est le 15 octobre. Si, imaginons que j'avais fait 38 000 euros, que j'ai facturé un client de, je sais pas moi, 2 000 euros en plus et que je les ai encaissés, là, ce mois-ci, eh ben, je passe à 40 000 euros. Du coup, à partir du 1er octobre, donc rétroactivement, je dois facturer la TVA jusqu'à fin décembre. Et après, l'année 2025, je continue en TVA. Donc je dois renvoyer une facture à tous mes clients qui m'ont déjà payé en leur demandant de me payer la TVA en plus, ou alors je m'assois et je régénère une facture et je fais la TVA inclus dans... En fait, tu dois collecter la TVA sur toutes les factures émises, très important, émises à partir du premier jour du mois de dépassement, donc à partir du Enfin, 1er même pas octobre. encaissée, émise. Ça veut dire que oui, ça veut dire que si tu as émis une facture, je sais pas moi, en septembre et qu'elle a été encaissée en octobre, cette facture était sans la TVA, là, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas de souci, même si elle t'a fait dépasser, elle reste hors taxe. Par contre, toutes les autres factures émises au 1er octobre, elles doivent être avec la TVA. Donc, si j'ai oublié de facturer mon client avec la TVA, je dois normalement faire une facture rectificative. Et si mon client ne veut pas payer, parce qu'il a le droit, il y avait un prix qui était fixé à la base, et ben derrière, c'est à moi de dire, tiens, je vais devoir donner 20% de ce montant-là aux impôts. D'où l'importance de bien suivre son chiffre d'affaires d'un mois à l'autre pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Tout à Donc fait. on est d'accord, parce que du coup j'aime bien prendre l'exemple inverse pour montrer ce qui est possible, pas possible. Si je suis micro-entrepreneur, que je facture un chiffre d'affaires de 55 000 euros à l'année et que je te dis je paye pas de TVA, c'est impossible. Je suis dans l'illégalité. Ça peut être possible parce qu'il y a certaines activités qui sont exonérées. En organisme de formation, Organisme de formation, il y a certaines activités d'enseignement qui peuvent être exonérées. Après, si je travaille qu'avec l'étranger, avec des entreprises, mais sinon, dans la plupart des cas, ouais, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je fais du community management, et mes clients sont français, etc. et tout, et je fais 55 000, j'ai pas de TVA, je lui dis, si, tu es censé avoir la TVA. Donc, voilà. ok. Donc, voilà, non, mais c'est bien pour recadrer, etc. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du mythe, enfin non, c'est moi qui appelle ça un mythe, mais tu parlais tout à l'heure des seuils et des personnes qui, d'une année sur l'autre, font des calculs d'apothicaire, et j'ai vu ça aussi autour de moi quand j'étais freelance, de dire « Oh, j'arrête de bosser en octobre, sinon je vais passer au-delà du seuil ». Il y a des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour ne jamais dépasser le seuil de la TVA, ne jamais en être redevable, ne pas avoir besoin de s'embêter avec ça. Toi, quelle est ton opinion là-dessus, personnelle ? Je pense qu'on se prend trop la tête parce que la TVA, on en fait un gros exercice fiscal dans sa tête, mathématique et tout. Mais il faut savoir que la TVA, on déclare le même montant qu'on déclare à l'URSSAF. Et je vais rassurer les gens. En gros, c'est pas des taxes en plus pour vous. C'est-à-dire que l'URSSAF, vous payez toujours sur du hors-taxe. Donc, vous ne payerez pas plus de cotisations sociales. Vous ne payerez pas plus d'impôts. Parce que les impôts aussi, c'est sur le hors-taxe. Ça ne va pas faire descendre vos aides directement. Parce que c'est pareil, prime d'activité, etc. La casse, c'est sur le chiffre d'affaires hors-taxe. Par contre, oui, demain, je travaille qu'avec des particuliers. Il y a 20% en plus qu'on doit ajouter. On peut perdre de clients, on peut en récupérer des nouveaux. On peut perdre, on va dire, pas du CA, mais du potentiel marché, on va dire. Par contre, les gens qui travaillent avec des entreprises, allez-y, quoi. Je veux dire, 20% en plus, les clients, ils vont pouvoir le récupérer. Ils vont dire, OK, je vais me faire rembourser plus tard. Les gens ont peur de ça, pour le côté, je vais perdre des clients. Et pour avoir vu des gens en consultation, oui, on en perd, mais on en gagne aussi des nouveaux qui sont prêts à payer l'autre prix, tu vois. Il y a ça aussi. Et aussi, qu'est-ce qu'on veut garder? Si on veut rester sur un plafond, il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit, ça fait 1 an et demi que j'essaie de ne pas passer. Et je lui dis, mais du coup, tu veux gagner plus? Ouais. Mais alors, du coup, si tu veux pas augmenter tes prix, si tu as pas plus de clients ou quoi que ce soit, tu vas avoir un peu de mal. Ou alors, il faut que tu travailles plus. Tu seras bloqué sur le CA, de toute façon, à un certain moment. Donc, si tu passes cette barrière-là, tu as un moment, enfin, je suis passé, tranquille. Et la déclaration de TVA, minimum, il y a 3 à 4 lignes minimum à remplir. Le strict minimum. Pour les gens qui ne travaillent pas à l'étranger, etc., qui ne vont pas récupérer grand-chose, il y a 3 lignes. Vraiment. C'est bien que tu dises, on en parlera juste après. Ouais. Mais je sais que moi, j'ai beaucoup de personnes, comme je disais, quand j'étais freelance, j'en croisais beaucoup qui se forçaient à rester sous le seuil de TVA, mais pendant genre 10 ans, 15 ans, ce qu'ils faisaient ça, et que vraiment, c'était leur truc chaque année, ils arrêtaient de bosser, certains même en septembre, parce qu'ils avaient trop bossé. Et en fait, je disais, mais moi, ce qui m'inquiète dans ce genre de mentalité, bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est que, déjà, les cotisations pour la retraite restent extrêmement faibles. Et du coup, on peut s'en mordre les doigts par la suite parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend à la retraite, ni comment même le système va évoluer. Et c'est surtout, est-ce qu'on peut vraiment vivre confortablement étant entrepreneur avec moins de 36 000 euros de chiffre d'affaires par an, sachant qu'il y a l'inflation, etc. Pour moi, c'est une certaine précarité où c'est OK d'être en dessous de ces seuils-là pendant les premières années de notre activité parce qu'on construit la chose. Mais au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs années qu'on fait ça, il faut monter au-dessus de ces seuils pour avoir un rythme de vie
décent. C'est Je ça. parle même pas de vivre comme un riche, hein, mais je parle de quelque chose de décent, quoi. Ben, c'est exactement ça. Si je prends l'exemple, on va faire des petits calculs, mais 39 100 euros, je divise par 12, je tombe à 3 258 euros de chiffre d'affaires. Je vais enlever les cotisations sociales, mais on va aussi enlever une partie des impôts. Moi, chaque fois, j'essaie de prendre un gros montant parce que on peut évaluer aussi, je prends tout entre 25 et 30%. J'enlève du coup 30% et j'obtiens 2280 net. Après, j'ai pas enlevé les assurances, j'ai pas enlevé le compte bancaire, la mutuelle, etc. et tout. Est-ce que demain, vous voulez vivre avec 2000 euros net après impôt, après paiement de tout le reste et rester à ce palier-là? Et c'est ça que je me dis aux gens, c'est si vous passez le seuil de la TVA, ben vous passez le seuil des 2000 euros net perçus, quoi, qui vous restent à la fin dans la poche. Ouais, j'ajouterais même, parce qu'il y a plein de gens là qui pourraient se dire, bah oui, mais 2000 euros net, c'est bien, c'est au-dessus du SMIC. Oublions pas que quand on est entrepreneur, on n'a pas de congé payé. On a beaucoup de choses qui nous manquent en termes de droits, etc. Et que du coup, on est censé se payer des vacances avec ça. Enfin, c'est 2000 euros net quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus de précarité et de dépenses derrière qu'un salarié qui a 2000 euros net. Tout à fait. Et en plus, j'ai envie de dire, comparons aussi le nombre d'heures. Est-ce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs font beaucoup d'heures par rapport à quand on est salarié, on a des contrats fixes. Et comme tu dis, on n'a pas la protection aussi. On n'a pas la protection de contrat, etc. Demain, on peut avoir un client qui peut partir du jour au lendemain et tout. Donc, 2000 euros pour un entrepreneur, c'est déjà bien si on atteint ça. Mais si on vise plus loin, ça risque d'être compliqué si on reste en dessous de la TVA, quoi, du seuil. C'est un très beau seuil, je pense, à viser, à atteindre quand on est dans ses premières années d'activité. Et c'est pas facile, on le sait. Mais effectivement, pour moi, il ne faut pas se contenter de ça, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité financière et de visibilité pour la suite. Exactement. Mais ça me semble important de le dire parce que c'est dangereux pour moi cette réflexion de je veux pas passer à TVA, je reste sous le seuil et je conditionne mon business autour de ça. Parce que pour moi, ça peut mettre les gens en danger financier dans 10 ans, dans 20 ans ou même à la retraite. Mais la retraite, comment elle est calculée? Si je prends les gens qui sont en prestation de service, comme tu dis, les activités de formation, community management, ils vont prendre votre chiffre d'affaires. Imaginons que vous êtes resté, on va dire, 38 000 euros à l'année. Ils ne prennent pas le chiffre d'affaires, ils prennent le revenu. Donc, on enlève 34%, ça donne 25 080. La meilleure de la retraite, c'est 50% de ce montant-là. Donc, je divise par 2, ça fait 12 540. Divisé par 12, pour voir le montant mensuel, on tombe à 1045 euros de retraite. Voilà. Est-ce que c'est ça que les gens veulent recevoir de retraite, 1000 euros de la partie retraite indépendante? Ouais, pendant leurs 20 ans de retraite, 30 ans de retraite. Voilà, et c'est ça que j'aime bien le dire, parce que tu vois, quand on fait ces calculs-là, et ça, c'est si tu as cotisé 4 trimestres de retraite, tous tes mois, que tu as fait vraiment quand même du bon chiffre d'affaires, et que tu as fait ces 38 000 euros pendant 25 ans, tu vois. 25 meilleures années de ta carrière, mais tu vois, 1000 euros de retraite, quoi. Oui, ou alors il faut investir à côté, il faut avoir d'autres sources de revenus. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est bien, je trouve, de faire ce genre de calcul, et merci, parce que moi, je mets les idées sur la table, et toi, tu les justifies avec des chiffres, mais c'est bien de se rendre compte des choix d'aujourd'hui, les conséquences que ça peut avoir à long terme. Et là, encore une fois, on parle du postulat que la retraite ne change pas par rapport à la manière dont le système existe aujourd'hui, mais on le sait, tellement que la population est vieillissante, il y a quand même de très grandes chances que les règles se durcissent et que les calculs soient encore pires d'ici 20 ans, 30 ans. Moi, je ne pense pas prétendre à la retraite qu'aujourd'hui mes parents, par exemple, pourraient avoir. Je pense qu'on va être beaucoup moins bien lotis, malheureusement. Donc, autant réfléchir à se dire comment on peut passer ces seuils-là, quoi. Donc, ouais. Voilà, passer à la TVA, c'est la conclusion. Allez. Alors, j'ai pas envie qu'on joue les oiseaux de malheur, donc on va commencer à revenir sur notre sujet. Ok, mettons que je suis une auditrice convaincue, je suis community manager, je continue avec mon exemple et mon fil rouge. Ok, Flo et Aline, ils m'ont convaincue, je vais passer à la TVA, c'est bon, cette année, je donne tout, j'expose tout, je suis motivée, etc. Concrètement, comment je fais pour passer à la TVA une fois que j'atteins mon seuil? Où est-ce que je vais? Sur quel site? Comment je m'inscris? Est-ce qu'il faut que j'appelle les impôts? Est-ce qu'il faut que j'appelle l'URSSAF, le président de la République? Où est-ce que je me rends quand je dois passer à la TVA? Alors déjà, ça se passe sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr et là, on fait une demande depuis la messagerie. Alors, je vais rassurer tout le monde. Toutes ces demandes-là, que ce soit le passage à la TVA, le petit message à donner, les déclarations, etc., toute la partie administrative, j'ai fait des tutos vidéo et articles gratuits. Tout est gratuit sur mon site. Il y a une partie tuto. J'explique comment faire le demande, le passage et la déclaration de TVA. Donc, on va sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr. On demande à passer à la TVA. On a le choix entre deux régimes. Le régime simplifié d'imposition à la TVA et le régime réel normal. Le régime simplifié n'est pas simple. Le nom est trompeur. Voilà, c'est ça. En fait, il est simple pour eux parce qu'ils disent il y a une déclaration de TVA en gros à faire à l'année, mais en fait, ils te disent combien vous pensez de reverser de TVA dans l'année. On va vous prendre 55% et après 40% et après faire une régule de 5%.
c'est chiant. Et après, il y a le régime réel normal qui permet de faire une déclaration de TVA chaque mois. Donc, on fait la déclaration URSSAF mensuelle, on fait la déclaration de TVA, les montants coïncident, et comme ça, on récupère la TVA du mois dernier, on déclare le chiffre d'affaires du mois dernier, exactement comme avec l'URSSAF. Donc, régime réel normal, on le demande, et surtout, imaginons si c'est le 1er novembre que je veux le faire, ben, je vais pas, si je demande le 15 octobre, les impôts ne vont pas vouloir. Il faut le faire, la demande, soit au 1er novembre ou au 2 novembre, en disant, je souhaite à partir de ce moment-là passer à la TVA. Au premier jour du mois de la demande, la TVA est appliquée. Le temps qu'ils nous disent oui, les impôts, on peut commencer à facturer la TVA. Voilà. Et après, la première déclaration de TVA est à faire le mois suivant, où on passe à la TVA. Donc concernant le mois écoulé. Exactement, comme l'URSSAF. C'est ça pour ça que je dis, c'est comme l'URSSAF. Voilà, on déclare le mois écoulé, c'est pareil. Sauf que les délais sont pas les mêmes. L'URSSAF, on a tout le mois pour faire la déclaration du CA encaissé le mois dernier. La TVA, soit ça s'arrête le 15, soit le 21. Ça dépend en fait, en plus avec ton nom, avec ton département, etc. Donc voilà. Mais c'est bien, du coup, ça va aider à être plus réactif sur l'URSSAF et pas attendre le 30 pour faire la déclaration. C'est ça, il faut les faire dans les premiers jours, la déclaration URSSAF, c'est ça. Ok, donc je me rends sur mon espace Impôt Gouv Pro, pas le perso, on ne confond pas, le pro. On a la messagerie, nouveau message, TVA, taxe annexe, et après c'est, attention, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire demander numéro TVA intracommunautaire, je vais vous dire exactement, demande d'option TVA, parce que le numéro TVA intracommunautaire, c'est le même numéro TVA, mais ça sert à travailler avec des entreprises qui sont dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner le même numéro, mais par contre, ils ne vont pas activer la partie TVA. Ils vont activer la partie « je travaille à l'étranger », ce qui, normalement, ce n'est pas votre cas. Mais si je vais sur mon espace, on va le faire en live tout de suite. Comme ça, je donne exactement le bon. Si tu dis que tu as exactement les tutos, vidéos et tout, je mettrai aussi un lien dans la description de cet épisode pour que les gens puissent y accéder plus facilement. Oui, c'est ça, c'est les tutos, vidéos, il y a un petit chatbot, etc. Tout est fait avec des captures d'écran, donc les gens ne peuvent pas se tromper. Écrire TVA, taxe annexe, et après, il y a soit je formule une option, je demande un numéro TVA intracommunautaire. Là, c'est je formule une option. Et donc, je formule l'option du passage à TVA, du régime de formule d'option sur la TVA. Tout simplement. Et là, j'envoie juste comme ça ou j'écris un petit bonjour, madame. Non, il y a marqué régime souhaité. Il faut marquer régime réel normal. Date de début, là, par exemple, je marquerai soit le 1er octobre ou le 1er novembre. Et objet de la demande, je marque bonjour, je vous aime bien. Je voudrais passer à la TVA parce que moi, je suis quelqu'un de très sérieux ou sérieuse. Non, en gros, il faut dire ça. Je souhaite passer à la TVA selon le régime réel normal. Site de l'accusé réception. Hop, on envoie. Il n'y a pas de document à donner et on valide. On envoie. Ok. Donc c'est juste un petit message cordial, mais il n'y a pas vraiment de justification à donner ou de choses comme ça. Non, en fait. Non, tout simplement. Ok, ça a l'air très simple. Donc je fais ma demande, je la fais rétroactivement pour le mois ou alors pour le mois à venir. En combien de temps est-ce que je peux espérer obtenir, hors vacances, mois d'août, vacances de Noël, bien évidemment, une réponse? Est-ce que j'aurai une réponse? Faut pas attendre de recevoir la réponse, que des fois, ça peut mettre 3 semaines. Normalement, ils sont assez réactifs sur ce genre de choses. Et comme la déclaration de TVA se fait le mois suivant, on peut attendre. Il faut vraiment vérifier qu'ils répondent et qu'ils nous ont bien mis le régime réel normal. Parce que certains, ils ont passé le régime simplifié, ils lisent pas, ils mettent le premier régime venu. Donc, quelques jours, des fois, ça peut répondre en 24 heures. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, OK, si j'ai fait la demande et que j'ai dit je le fais au premier jour du mois de ma demande concernée, et bien du coup, je dois faire les factures avec la TVA. Si demain, les gens ont dit, mais où est-ce que je peux récupérer mon numéro? On peut le trouver sur Papers, etc. et tout. Attention, le retrouver, le numéro, ça ne veut pas dire qu'il est actif. Vous pouvez le mettre sur les factures, etc. et tout, mais tant que les impôts n'ont pas dit qu'il était actif, il n'est pas actif. Ça se trouve facilement. Donc, vous pouvez le mettre sur vos factures. Vous pouvez facturer la TVA. Et après, les impôts, dans 2 semaines, ils vont vous dire, c'est bon, vous avez la TVA. Bon, très bien, vous aurez commencé à facturer la TVA, c'est très bien. Donc, il faut enlever la mention TVA non applicable pour les micro-entrepreneurs. Il faut passer son logiciel en TVA si vous passez par un logiciel. Et une chose importante, pas d'obligation d'avoir un logiciel certifié. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui certifie de logiciel anti-fraude TVA, etc. et tout. Il y a des lois pour les logiciels de caisse, mais pas les logiciels de facturation. Donc, voilà. Et pas obligé d'avoir un comptable. Voilà, très important aussi. Oui, pas obligé d'avoir un comptable pour passer à la TVA, effectivement. Exactement. Il y en a qui sont un peu mal intentionnés, qui nous font croire ça, mais non. C'est ça. Et du coup, ça c'est bien, ça me donne une transition parfaite pour ma question d'après. C'est OK, j'ai fait ma demande via ma messagerie sur Impôt Gouv des pros, j'ai reçu l'accusé de réception, j'ai reçu la confirmation, j'ai commencé à facturer, etc. À partir de là, comment est-ce que je peux gérer moi-même ma TVA? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie chaque mois? Quelles sont mes obligations? Est-ce que c'est dur, pas dur? Où est-ce qu'il faut que j'aille faire ces fameuses déclarations?
Bref, je veux tout savoir. Alors, super, on va faire en plus la timeline. Tout le parcours. Ce qui va se passer, c'est que la petite particularité, c'est que maintenant, les factures, il va y avoir la TVA. On va ajouter 20%, mais il faut que la personne qui gère sa compta se dise « Ok, mais il faut derrière que je suive mon chiffre d'affaires hors taxe et je suive le chiffre d'affaires TTC. » Parce que sur la déclaration TVA, on va demander le hors taxe. Donc, c'est bien si la personne a un livre de recettes, c'est un livre comptable qui permet de retracer les encaissements au jour le jour. C'est une obligation, c'est un document comptable obligatoire à avoir en micro-entreprise. C'est pour ça que si vous avez un logiciel de facturation qui gère ça, c'est encore mieux. Et quand tu dis livre de recettes, ça peut être notre logiciel. Si quelqu'un utilise, je vois qu'il y en a plein qui utilisent, comment il s'appelle? Le plus connu. Il y a Abby, Freebie, Henry. Oui, Freebie, voilà, c'est ça. Ouais, mais tu vois, voilà, ça c'est les trois, on va dire, les plus connus. Freebie a son propre livre de recettes dessus, et je pense qu'ils font la distinction avec hors taxe CTC, mais il faut avoir cette distinction, c'est très important, parce que derrière, quand on va déclarer à l'URSSAF, il faut faire attention sur nos factures. Il y a un montant hors taxe, un montant TTC, il faut bien qu'on déclare que le montant hors taxe. Donc, c'est bien de le rappeler, ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ajouter sur sa compta, si vous le faites sur papier, donc cette ligne TVA, donc distinction. Les logiciels, passer en TVA sur les logiciels. Sur les factures, donc mettre la TVA. Surtout les dépenses professionnelles. Et c'est ça qui va être important. Vu qu'on peut récupérer la TVA, c'est-à-dire en gros, on peut demander de la faire rembourser par l'État, il va falloir avoir tous les justificatifs. On ne va pas en avoir besoin pour faire la déclaration de TVA, parce que ça, c'est encore un truc, les gens qui ont peur des papiers et tout, ils ne le demandent pas au moment de faire la déclaration de TVA. Par contre, en cas de contrôle, ils les demandent. Donc, c'est bien de les avoir, ces documents, ces factures d'achat, logiciels, etc., de les récupérer. Mais du coup... Je me permets de poser une question. Oui. C'est justificatif. Est-ce que je suis obligée de les garder en papier ou est-ce que si je les numérise, ça suffit? Ah, très bonne question. Je pense par exemple au reçu de restaurant. La question est un peu piège. J'ai pas la réponse parce que je sais que moi, ma comptable, par exemple, me demande de tout garder en papier, en plus de la numérisation que je fais via notre logiciel partagé. Mais je sais que j'entends d'autres comptables qui disent à mes confrères, consoeurs, infopreneurs, tant que c'est numérisé, vous pouvez jeter les papiers. Alors, moi, je vais te donner une réponse un peu plus précise sur ça. En fait, numériser en soi, pour moi, ça ne marche pas. Numériser juste, ça ne marche pas. Par contre, il y a certains comptes bancaires professionnels, notamment, par exemple, Conto, qui permettent de scanner. Ils numérisent le truc et surtout, ce qu'ils appellent ça, ils le certifient avec ce qu'on appelle une valeur probante. Ça veut dire quoi? Un logiciel qui permet de détecter montant TVA, est-ce que c'est un vrai papier ou pas un vrai papier? Et du coup, s'il y a marqué que c'est certifié, on peut jeter. Valeur probante, ça veut dire que s'il y a un besoin d'un truc, ils ont une trace en disant que ça a été fait une fois, qu'il y a ce montant-là, et là, on peut jeter le papier. C'est pour ça que je te dis, s'ils ont, eux, ça, cette agrégation, cette certification, je pense que la valeur juste, tu scannes ton justificatif, en cas de contrôle, pour moi, ça ne va pas marcher. Ils peuvent te demander le papier. Par contre, quand tu utilises des applications comme ça qui ont cette valeur probante, certification, tu peux dire c'est bon, hop, tu le jettes. Et Conto avait expliqué le pourquoi du comment. Donc ouais, si vous avez les papiers, gardez les papiers. Si vous avez des applications bancaires qui permettent d'avoir cette certification valeur probante, c'est pas juste, attention, il y a des trucs qui permettent juste de prendre un justificatif, ils n'ont pas cette certification. Oui, oui. C'est pas juste parce que votre logiciel de compta vous permet de prendre une photo, ça veut pas dire pour autant que... Tout à fait. Okay. Donc moi maintenant, voilà, moi j'ai Conto et là moi ça me permet, j'ai plus de papier, donc ça c'est cool. Surtout que les papiers restaurants, il faut noter normalement en principe les personnes qu'on a invitées, etc. Les cartes de visite ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a des choses à garder et tout. Donc et après il y a la déclaration de TVA. Comment ça se passe? Donc je suis passé au cours du mois en TVA. Le mois suivant, à partir du 1er, je peux faire ma déclaration de TVA. Pareil, ça se fait sur impôt.gouv.fr, l'espace professionnel. On a un petit truc, déclarer TVA. Et là, on arrive sur une déclaration qui est un peu longue. On se dit, il y a plein de cases. Mais en fait, il y en a en gros 4 à remplir, grand max. Alors, je vais même y aller tout de suite. Je vais aller même dessus, comme ça, je l'ai en plein live. J'adore parce qu'on a les démos en direct, c'est top. Ah ben, c'est ça qui est bon. Donc, on va sur déclarer, TVA, déclarer. On arrive sur des périodes. Alors, les gens qui vont un peu paniquer parce qu'il y a plein de périodes. Il y a la période qui est concernée par la déclaration et la date limite. Certains vont voir des périodes qui sont en rouge avec des croix, mais parce que... Les trucs rouges avec des croix sur impôt.gouv, généralement, c'est pas un bon signe. En fait, parce qu'ils donnent toutes les périodes des autres mois précédents alors qu'on était en franchise. Donc, en fait, ils listent toutes les périodes qu'on était en franchise et il n'y a que la période où on vient de passer en TVA, où là, c'est pas vert, mais c'est gris, etc. C'est prêt à être cliqué. En gros, les rouges avec des croix, c'est des trucs passés qui nous concernent plus. Ça veut pas dire qu'on était censé faire quelque chose ou quoi.
Tout à fait. Ok. Donc faut pas s'en Faut pas inquiéter. flipper. C'est ça, exactement. Ce qui est important, c'est de dire, j'ai demandé aux impôts de passer à tel moment en TVA et c'est ce qu'ils ont fait à partir de ce mois-ci. Donc, on est sur la déclaration et on a ce qu'on appelle, dans un premier cas, des opérations taxées. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter le podcast devant leur déclaration de TVA, etc. Il y a ce qu'on appelle des lignes qui sont importantes. C'est la ligne A1, vente, prestation de service. C'est une des lignes les plus importantes. C'est ici qu'en principe, plupart des micro-entrepreneurs qui ont facturé des clients en France, que ce soit des particuliers ou des professionnels, vont indiquer leur chiffre d'affaires hors taxe, le même chiffre d'affaires qu'ils ont déclaré à l'URSSAF, le même. Imaginons que j'ai fait Centime près. à l'euro près, Alors, comme à l'URSSAF, il n'y a pas de centimes. ok. Si en gros j'ai fait 3 000 €,92, et bien du coup j'indique 3 001 € hors taxe. Attention, on vérifie, c'est bien le montant hors taxe qu'on donne. Et Ok. si je suis à 0,50, c'est le truc au-dessus. Non, mais je rappelle les règles de Pour maths moi- qu'on voit quand on est au CP. Si je suis à 350,50 C'est au-dessus. euros, je te déclare 351 et Oui. pas 350. Exactement, oui. Non, mais c'est bien. Il faut être précis pour ce genre de choses. Tout à fait raison. Donc ça, c'est la ligne A1. Il y a une autre ligne plus bas. Moi, je donne les trois les plus importantes. Il y a la ligne 08 qui s'appelle le taux normal 20%. Et il y a marqué sur quelle base hors taxe on doit indiquer. Et normalement, c'est bien fichu parce que si vous vous trompez sur les montants, le formulaire ne se valide pas. En gros, ils vont dire, OK, sur quelle base hors taxe on va appliquer les 20%. Donc si on a indiqué les 3051, eh bien, on va réindiquer 3051 en ligne 08. Et ils vont dire, OK, vous nous devez 20% de 3051. Et donc, du coup, 20% de 3051, alors attends, je ne les ai pas, moi, directement. Hop, petite calculette. 0,20 fois, on fait des maths, hein. 3051, ça fait 610,2. Donc, on va mettre 610 € de TVA. Et allez. Bim. Alors, la TVA, c'est ça, les gens se disent, mais la TVA, c'est notre client qui l'a payé. C'est pas nous qui l'avons payé. Nous, c'est l'État qui nous dit, allez, on hop. fait le passe-plat. Exactement. Mais je trouve Donc- que c'est important en termes de mindset, quand Oui. on passe à la TVA, de ne pas considérer la TVA comme un chiffre d'affaires personnel et en mode, ouais, l'État après vient nous gratter 20%. Non. Considérez ça comme un passe-plat. Vous faites le passe-plat entre une grosse entreprise et l'État. Ouais, par rapport à ça, les entrepreneurs là, que vous voyez sur LinkedIn qui vous disent ouais, j'ai fait 10K, machin chose. Déjà, est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est du TTC hors taxe? Parce que ceux qui vous montrent des captures d'écran de Stripe, le Stripe, c'est du TTC qu'il y a, hein, c'est pas du hors taxe. Vous Donc, pouvez enlever 20% déjà. ouais, c'est ça, exactement. Ceux qui disent je fais 1 million mais qui font 800 000 plus les 20% de TVA. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Après voilà, je ne crache pas sur les gens qui font 800 000 € de chiffre d'affaires, c'est déjà très très bien. mais il faut faire Mais attention c'est aux vrai que chiffres. bien souvent c'est facile de dire, mais moi j'ai déjà fait. Après, généralement je précise quand je suis en podcast hors taxe, TTC, etc. Oui. Mais après c'est vrai que c'est facile et tentant parfois quand ça te permet de passer un petit seuil psychologique de parler plutôt de ton TTC que du hors taxe. Mais C'est une bien bonne sûr. guerre aussi. Mais bien sûr. Après, il faut savoir qu'on reçoit sur notre compte du TTC, mais du coup, il y a la partie TVA qui va repartir à l'État. Donc, il faut faire très attention dans la gestion de votre compte Oui. bancaire et vous dire, OK, avant, je prenais 30% de ce que je gagnais et du coup, ça payait l'URSSAF, ça payait un peu le truc. Maintenant, en gros, il y a 50% de ce qui arrive sur mon compte qui va être utilisé 30% sur l'URSSAF, sur les dépenses, etc., les impôts, machin chose, ou j'en sais rien, et 20% qui vont être redonnés à l'État. C'est ça qu'il faut maintenant se dire. Donc, du coup, si je reviens sur ma déclaration de TVA, on a fait la deuxième ligne qui dit « Ok, je vous dois 20% de ce même montant que j'ai indiqué en A1 ». Donc, Donc, on la ligne copie-colle. 08, elle doit correspondre à peu près à ce qu'il y a sur la ligne A1. Et après, c'est là le plus marrant dans la déclaration de TVA. Il n'y a que c'est- Flo pour trouver ça marrant. Mais... Non, mais les gens, ça va leur plaire parce que là, c'est là où vous allez demander à l'État, rembourse-moi l'État, Ah oui, donne-moi de d'accord, l'argent. Et du coup, il y a une ligne qui s'appelle Autres biens et services, la ligne 20, qui s'appelle la TVA déductible. Donc en gros, si demain, moi, j'ai pris un abonnement, je sais pas moi, de Swello pour les réseaux sociaux, ou j'en sais rien. Alors Notion, s'il y a la TVA dessus, peu importe, etc. Si vous avez un abonnement logiciel ou autre qui a la TVA, vous pouvez dire, OK, ben, je vais indiquer, par exemple, 20, je vais indiquer 30, je vais indiquer 53, j'en sais rien. J'indique le montant de la TVA, attention, de la TVA. Pas le montant total, juste le montant de la Exactement. TVA. Donc, imaginons que j'ai, je sais pas, un abonnement logiciel qui m'a coûté 120 € TTC, il y a 20 € TVA, ben, je vais indiquer 20 € dans Autres biens et services. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir tout en bas une ligne qui va s'appeler Total à payer. Ils vont dire, OK, 610 € moins 20 €, vous ne nous devez pas 610 €, vous nous en devez que 590. Et c'est comme ça qu'on récupère la TVA.
Ça veut dire qu'on va donner moins de TVA que ce qui était prévu. Et donc, le reste, c'est dans la poche de l'entreprise, on va dire, c'est remboursé. Il n'y a pas à déclarer à la CAF, pas à déclarer à l'URSSAF, c'est 20 euros de plus, etc. On les a. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on remplit ces 3 lignes. On fait valider. On peut arrêter comme ça si on n'a pas d'autres trucs à l'étranger ou quoi que ce soit. Il y a des mécanismes, si tu achètes des abonnements qui sont tués à l'étranger, Adobe ou Adobe, j'en sais rien. Là, c'est un peu plus délicat parce que du coup, ils ne sont pas situés en France. Ils sont en Irlande, ouais, sur voilà. la facturation. Donc, il y a dans ce qu'on appelle un principe d'autoliquidation, mais je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet parce que les gens vont avoir peur. C'est au moins le strict minimum. On peut faire valider. Ils nous disent OK, si l'accusé de réception, signé. Quel compte bancaire on débite, on fait OK et on attend de se faire prélever. Et en gros, il n'y a pas besoin de joindre justificatif. C'est pour ça que je peux dire que ouais, on en fait tout un plat. Il y a je ne sais pas combien de cases. Il doit y avoir, il y a 3 pages et je pense une dizaine ou quinzaine de cases par page. Mais là, il n'y en a que 3 à remplir minimum, tu vois. Donc, oui, dont une où si tu copie-colles le montant, quoi. Exactement. Là, c'est si on prend l'exemple, on a des clients en France, on a des logiciels français, on n'a pas des logiciels étrangers ou dans l'Union européenne, on n'a pas des clients. Je préfère le dire parce que sinon, les experts comptables vont me dire « Oula, qu'est-ce qu'il dit là, le faux là, en train de réduire notre boulot ». Non, il y a quand même des spécificités, mais là, il faut creuser un petit peu. Et une fois que vous le savez, vous savez dans quelles cases vont les trucs. Tous les mois, vous ferez les mêmes cases pour les mêmes logiciels, etc. Pareil, quand on achète sur Amazon ou sur d'autres plateformes dans l'Union européenne, des fois, on reçoit du hors-taxe, des fois, tu reçois du TC. Et là, c'est pareil, c'est d'autres cases à remplir. Donc, on est d'accord que beaucoup dans notre secteur, on fait appel à des logiciels qui sont aux US, des trucs comme ça. Oui. S'il n'y a pas de TVA sur la facture de mon logiciel, je ne m'amuse pas à déduire 20% de ce truc-là pour le mettre dans la truc de TVA. Alors non, mais par contre, attention, on a quand même quelque chose à faire, c'est on a auto-liquidé la TVA. Je vous prends un exemple. Dès lors que j'utilise un logiciel qui est situé dans l'Union européenne, donc par exemple, je ne sais pas, comme je te dis, Adobe, l'abonnement Adobe, par exemple. Ouais. Adobe, alors déjà, on est censé, si possible, demander, si on est passé à la TVA, on peut leur donner notre numéro de TVA et ils vont nous faire les factures normalement hors taxe. Tout à fait. Mais la TVA, elle disparaît pas comme ça. En fait, ce qui doit se passer, c'est qu'on doit mettre notre déclaration de TVA en disant « J'ai un montant hors taxe, je souhaite payer 20% dessus, parce que je suis censé devoir verser la TVA en France. Mais en même temps, comme je suis une micro-entreprise qui peut récupérer la TVA, je souhaite déduire ces 20%. Ça revient à zéro. Tu me diras, à la fin, ça revient à zéro. Mais on est obligé de le faire sur la déclaration de TVA. Sur d'autres cases, c'est ce qu'on appelle le principe d'auto-liquidation. Ça revient à zéro, mais il faut le faire. Je trouve que c'est intéressant parce que je sais que j'ai des collègues qui sont en train de se faire retoquer par le fisc là-dessus et le contrôle de la TVA, où en fait la fraude à la TVA, c'est la plus grosse perte financière sur les pros de l'État français, donc ils sont très rigoureux là-dessus. Tous ceux qui sont en micro-entreprise, vous n'avez pas de souci à vous faire, ça va. Vous n'êtes pas assez gros pour intéresser, sauf cas de contrôle exceptionnel. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Par contre, ce qui est intéressant de se dire, c'est pas parce que je me suis connectée sur mon compte Adobe, que j'ai rentré mon numéro de TVA et que du coup, maintenant, je reçois des factures hors taxe, que j'ai fini mon truc. Il y a quand même, on va dire, il faut montrer patte blanche, où il y a quand même un exercice de, comme tu disais, d'autoliquidation à justifier. C'est pas juste rentrer sur les paramètres du compte de l'outil que j'utilise, mon numéro de TVA pour récupérer une facture sans TVA, là où avant, il y en avait une. Mais c'est une bonne information à avoir, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le disent. Oui, même tu avais posé la question du est-ce que je déduis les 20% si la facture est hors taxe. Non, en soi, on ne déduit pas les 20% directement. Par contre, on doit dire à l'État, je vous dois la TVA, en même temps, je la récupère. Ça revient à zéro. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas Stripe. On utilise Stripe. Vous savez que Stripe, pareil, Stripe, ils sont basés en Irlande. Et derrière, il y a des commissions Stripe. Et derrière, Stripe nous facture ces commissions. Et nous, on achète une prestation de service à Stripe. Donc, on est censé indiquer ces commissions-là sur la déclaration de TVA. C'est pour ça que moi, je recommande de passer par un logiciel qui, en plus, gère la TVA. Oui, c'est beaucoup plus simple. Oui, tout à fait. Donc. Du coup, on parlait des comptables dont on ne cherche pas à grignoter les parts de marché avec cet épisode de podcast. Est-ce qu'à partir du moment où je suis redevable de la TVA, est-ce que je dois produire un bilan comptable comme les entreprises chaque année ou toujours pas ? Non. Le fait de passer à la TVA, pas d'obligation de bilan comptable. Moi, les experts comptables, c'est rare certains qui prennent les micro-entrepreneurs. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'en parler et tout. Il y a certains qui peuvent le prendre, mais comme il n'y a pratiquement pas de compta, il y a peu d'experts comptables qui veulent s'occuper des micro-entrepreneurs parce que c'est pas rentable. Après, il y a des logiciels qui sont pas mal dessus. Si vous pouvez en trouver un expert comptable, c'est très bien. Pour vous faire accompagner, mais voilà, il n'y a pas besoin de bilan comptable, ça change rien. Et on a les mêmes règles de récupération de la TVA que les sociétés du CAC 40, hein, donc c'est pareil. Oui, tout le monde a la même enseigne. Exactement, tout à fait. Ok, donc j'ai pas besoin de me dire, maintenant que je suis à la TVA, il faut que je fasse plein de choses supplémentaires chaque année. Non, il n'y a que la déclaration de TVA en plus à faire tous les mois et garder le justificatif. Voilà, c'est tout. Très simple. J'ai une dernière question pour toi.
hyper importante. On en a parlé un petit peu en début d'épisode. Donc, on enregistre cet épisode mi-octobre 2024. Il y a plein de textes de loi, de décrets, de je sais pas quoi qui viennent d'être validés. À quoi on doit s'attendre en termes de TVA pour 2025 ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on vient de dire qui vont changer ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, il va y avoir un changement. Donc, ça date un peu de 2023. C'est la loi de finances 2023 pour 2024 qui introduit un changement sur la TVA. Alors, il va y avoir plusieurs changements. Ils vont d'abord mettre un genre de seuil de TVA sur le plan européen. Bon, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que du coup, c'est pour surtout les entreprises qui sont à l'étranger, qui travaillent dans l'Union européenne, ou les micro-entrepreneurs ou les entreprises françaises qui travaillent dans l'Union européenne. Mais concernant les seuils, ils vont augmenter et descendre certains seuils de franchise de TVA. On en parlait un peu au début. Et surtout, la fin de la deuxième année de tolérance que j'avais parlé en franchise de TVA. Comme je l'avais dit, avant, on pouvait être 2 années dans le petit seuil et dans le grand seuil entre de 36 franchise et 39. TVA. C'est ça exactement, entre les 36 800 et 39 100. Maintenant, en gros, si pendant une année, on est dans cette période de tolérance, l'année suivante, on passe dès le 1er janvier, dès le 1er euro à la TVA. Et du coup, les seuils vont changer. Donc déjà, on va faire l'évolution des seuils, parce qu'on va parler avec les nouveaux seuils de 2025. On passe de 36 800 à 37 700 pour la prestation de service, la seuil de franchise. Et le seuil de tolérance majoré, on passe de 39 100 à 41 250, c'est-à-dire plus de 1150. Ce qui est bien, ils ont augmenté les seuils de la prestation de service. Donc, on attendra un peu plus longtemps pour passer à la TVA en prestation de service. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, la vente de marchandises, on est passé de 91 900 à 85 000. Donc, on a perdu 7 000 euros à peu près. On est passé de 101 000 pour le seuil majoré, le seuil de tolérance, à 93 500. On a perdu 7 500. Donc, en gros, ils ont pénalisé un peu plus la vente de marchandises. Je pense beaucoup de gens qui faisaient soit du dropshipping, du e-commerce, etc. Mais on a revalorisé ceux qui font de la prestation de service. Donc, les conséquences, si je suis au cours d'une année entre 37 500 et 41 250, je finis mon année par exemple à 40 000, je dois facturer la TVA au 1er janvier 2026. Si au cours de l'année 2025, je dépasse les 41 250 en prestation de service, je devrais facturer la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Très clair. Voilà. Donc tous ceux qui écoutent cet épisode avant le 31 décembre 2024, vous êtes concernés par les seuils 36.8, 39.1 en prestation de service. Tous ceux qui écoutent après le 1er janvier 2025, vous êtes concernés par les seuils 37.5 et 41.250. Et un autre truc, les gens qui sont en période de tolérance là, cette année, en 2024, mais ça fait qu'un an, est-ce que je vais être impacté ? Est-ce que c'est rétroactif ? En principe, non. C'est pas censé être rétroactif. C'est à partir du 1er janvier. Donc, ceux qui sont dans la période de tolérance, c'est-à-dire en prestation de service, qui sont entre les 36 800 et 39 100, en gros, tu as fini à, 38 000 euros, ben, tu peux continuer à être en exonération de TVA au 1er janvier 2025. Voilà. Et du coup, si j'ai fait 2 ans dans le seuil de franchise et que 2025 pourrait être ma 3e année, ça compte quand même ? Si 2 ans dans la période de tolérance, tu veux dire ? Oui, j'ai déjà fait 2 ans dans la période de tolérance. Est-ce que le fait qu'il y a cette loi qui passe, entre guillemets, ça remet les compteurs à zéro et puis je suis... Non, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Non. Non, mais je sais pas, je tente. Non, parce que de base, ça devrait être appliqué. Et donc, pour moi, au 1er janvier, vu que les seuils en plus s'appliquent au 1er janvier, normalement, ça ne change rien. Donc, tu passes en TVA au 1er janvier de 2025 dès le 1er euro. Eh bien, c'est très clair. J'ai tenté, c'est pas grave. Voilà, en gros, les grands changements pour 2025, au moins qui concernent les micro-entrepreneurs. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les prestataires de services, un peu moins bonnes nouvelles pour les produits physiques. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait quand même un très, très bon tour. Moi, ce que j'en retiens, c'est la facilité de passage à TVA. J'ai une confession à te faire, Flo. Tu sais que je n'ai jamais fait une seule déclaration de TVA de toute ma carrière d'entrepreneuse parce qu'en fait, j'avais tellement peur de ça que dès que je suis arrivée au seuil des 36 800, j'ai tout de suite pris un comptable. J'ai trouvé une comptable qui acceptait de m'accompagner sur de la micro-entreprise pendant 1 an. Après, j'ai vite explosé les seuils, etc. Mais du coup, je ne sais même pas comment on fait. Tu vois, tu me parlais des impôts. J'ai découvert en même temps que tu le disais. Mais ça m'a rendu ça simple. Ça m'a presque donné envie de m'en occuper moi-même, tu vois. Alors après, c'est trop bien. Si tu as eu quelqu'un à qui tu déléguais, je souhaite que tout le monde puisse trouver soit quelqu'un. Et
Mais ça coûte de l'argent après, hein, Oui, on va pas se mentir. il y a un coût. Après, comme je dis, il y a des logiciels qui sont ce qu'on appelle des experts comptables en ligne, qui sont un peu moins chers et qui permettent de faire la facturation. Moi, maintenant, c'est ce que j'utilise moi. Mais du coup, c'est à voir un petit peu ce qu'on a besoin. Ou alors, si on veut le faire nous-mêmes, j'ai envie de dire, c'est juste les 2 premières déclarations de TVA parce qu'on doit se dire dans qu'est-ce que je dois. Moi, les gens qui passent en consultation avec moi, ils me disent aide-moi pour la première. Je leur dis où déclarer. Et comme après, on a toujours les mêmes logiciels, etc. et tout. Et bien après, on ne se prend pas la dette. C'est à peu près la même déclaration de TVA. Et il vaut mieux déclarer la TVA et déclarer peut-être des fois un peu trop, se peut-être tromper un peu de casque, ne rien faire du tout et là, se faire pénaliser. Donc l'État préfère recevoir des sous en trop que venir les chercher. Voilà. Et une dernière chose, je pense, ça c'est pour les gens, stop les coups fourrés là, de droit à l'erreur, ça ne marche pas. Les gens qui disent, c'est pas grave, s'ils me disent, je dirais que je ne savais pas le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il fonctionne uniquement si c'est nous qui prenons l'initiative d'aller voir l'administration en disant « je me suis trompé ». Et donc, du coup, on peut éviter les majorations, les pénalités. Mais si c'est l'État qui nous tombe dessus, on ne peut pas dire « hop, stop, coup fourré, droit à l'erreur ». Non, non, ça va. Oui, c'est pas un joker qu'on peut sortir comme ça en cas de contrôle. Hein, ouais. Exactement. C'est plus, si on pense qu'on s'est trompé sur un truc, on peut dire « je me suis trompé, est-ce qu'on peut régulariser ?» Et là, on peut invoquer le droit à l'erreur. Donc, c'est bon à savoir, c'est bien précisé pour les petits malins du fond de la classe. Il y en a toujours quelques-uns qui se baladent. Ouais. C'est ça, exactement. Trop bien. Bah écoute, franchement, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup parce que, à ton image et comme à ton habitude, t'as rendu ça fun, t'as rendu ça simple, t'as dédramatisé, t'as vulgarisé la chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, parce que je recevais énormément de questions à ce sujet, qui vont être beaucoup plus sereins concernant leur passage à TVA. Donc merci beaucoup. Pour les personnes qui voudraient soit prendre une consultation avec toi pour que tu les guides sur leur passage à TVA, soit même te suivre, venir te remercier pour cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Sur lamicrobyflow.fr, j'ai tout mon site avec tous mes services, les produits et surtout les tutos, très important. Mais ouais, lamicrobyflow.fr. Ok, on mettra les liens bien évidemment dans la description de cet épisode. Merci Flo. Merci Aline, c'était sympa. On a passé un très bon moment à parler de TVA, toi et moi. Oui, alors on vous a pas vendu, mais au début on voulait se faire un épisode ASMR TVA. Après j'ai dit on va pas pousser le bouchon trop loin. C'est vrai, ça aurait été marrant quand même de. Alors vous déclarez en un an le chiffre d'affaires aux taxes de l'URSSAF. La case 1A1. Ça aurait été marrant. Je pense que ça aurait rendu le truc un peu plus fun, je pense. Alors blague à part, mais je sais qu'il y a une grosse hype autour de l'ASMR où il y a plein de gens qui ont besoin de ça pour s'endormir. Moi je trouve que c'est extrêmement gênant. Quand j'essaye d'en écouter, ça me tend beaucoup. Moi aussi, j'arrive pas. Non, il n'y a pas moyen. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce sujet assez crucial, assez lourd. Mais il faut vraiment, c'est un peu comme un cours, il faut l'apprendre sur le moment, connaître un petit peu les spécificités. Et après, c'est comme la première fois qu'on a fait une déclaration d'impôt, il y a tellement de cases, etc. Déclaration de revenus, on se dit, qu'est-ce que je dois déclarer, où ça. Et une fois que c'est fait, ça revient un peu tout le temps, c'est la même chose, quoi. Donc... Je pense que c'est comme tu disais, hein, c'est comme pour l'URSSAF. Au début, on s'en fait tout un foin. Le premier mois, le second mois, on a un peu peur, on se roule 10 fois. Et en fait, au final, ça fait partie de notre routine entrepreneur. La TVA, c'est pareil, on ne connaît pas, ça fait peur au début, mais c'est pas plus compliqué que de déclarer son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel à l'URSSAF. Et on prend très vite l'habitude. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Trop bien. Merci encore, Flo. Puis, au Avec plaisir. grand plaisir de se retrouver. Merci beaucoup, Aline. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce que j'en retire avant tout de mon côté, c'est que la TVA, oui, ça fait peur, mais c'est en réalité extrêmement simple. Donc, ne vous restreignez pas de passer à la TVA juste par peur de la charge administrative que ça pourrait générer. Oui, évidemment, ça va vous demander de faire une déclaration mensuelle en plus de votre déclaration URSSAF, mais c'est quand même très peu payé pour le potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire que vous allez pouvoir générer derrière. Donc, tout le monde a la TVA, je dirais pas vive la TVA, mais presque. Et encore une fois, tous les liens que Florian a cités pendant notre échange, que ce soit les tutos, les captures d'écran, les sites, etc., ou même les liens pour le contacter, son site internet et son compte Instagram, sont en description de cet épisode de podcast. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de laisser un commentaire et une note sur ce podcast pour l'aider à se développer, pour m'aider moi aussi à contacter des invités, à leur dire « Regarde, le podcast, il y a des bonnes notes, tu peux venir enregistrer avec moi ». C'est un peu comme ça que j'ai alpagué Flo pour cet épisode. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!